Est-ce que vous avez déjà calculé votre empreinte carbone? J'ai mesuré la mienne récemment et j'ai voulu la comparer à l'empreinte carbone moyenne d'un Français. Voici à quoi cette empreinte carbone moyenne ressemble. J'ai retrouvé les postes dont on parle habituellement dans le débat public. Les transports, l'alimentation, le logement et le chauffage, les achats. Et puis, j'ai vu ces deux colonnes, en gris, à droite, qui pèsent quand même pour 15% de l'empreinte carbone des Français. La dépense publique. Je suis moi-même fonctionnaire, et pourtant, j'en avais assez peu entendu parler. Faut-il décarboner l'administration publique? À quelle vitesse? Comment est-ce qu'on fait? J'ai voulu en savoir plus. J'ai creusé, et, de fil en aiguille, j'ai fini par coécrire, avec un think tank qui s'appelle The Shift Project, un rapport de 400 pages sur le sujet. C'est donc un vaste sujet, mais vous allez le voir, c'est aussi un sujet passionnant et un sujet très important. Mais de quoi parle-t-on précisément? Depuis les écoles, les collèges, les lycées, les universités, jusqu'aux hôpitaux publics, en passant par l'armée, les casernes de pompiers, les musées, les mairies, ou encore le service de ramassage et de traitement des déchets. L'administration publique regroupe des sous-secteurs très différents, mais tous essentiels dans notre quotidien. Éducation, santé, défense, propreté, culture. Ce n'est quand même pas rien. En quelques mots, l'administration publique, c'est 6 millions d'agents, soit 20% de l'emploi en France, c'est 200 milliards de commandes publiques, soit 10% du PIB, et 15% de l'empreinte carbone des Français, comme on l'a vu précédemment. Et en fait, nous ne pourrions pas bénéficier de tous ces services publics sans des bâtiments, sans des transports et sans des achats. Des bâtiments qui utilisent majoritairement de l'énergie fossile pour leur construction et surtout pour leur chauffage, leur refroidissement. Pensez aux établissements publics que vous avez fréquentés, de la maternelle jusqu'à l'université, à la mairie de votre commune ou encore à la piscine municipale. Nous ne pourrions pas non plus bénéficier des services publics sans des transports. Des transports qui nous permettent à nous, citoyens, de nous rendre jusqu'au service public et aux agents publics qui en ont besoin de se déplacer pour réaliser leur mission. Et en fait, ces transports dépendent aussi majoritairement d'énergie fossile, notamment du pétrole. On peut penser aux policiers municipaux qui effectuent des rondes pour assurer le maintien de l'ordre public, ou encore aux pompiers appelés en urgence. Et finalement, nous ne pourrions pas bénéficier de ces services publics sans des achats alimentaires pour approvisionner les cantines des établissements publics et des achats de matériel, par exemple des chars d'assaut ou des avions de combat pour notre armée. Le fonctionnement de l'administration, à l'image de celui de notre société, est donc aujourd'hui majoritairement dépendant des énergies fossiles. Et ça pose deux problèmes majeurs. Le premier de ces problèmes, c'est la dépendance à d'autres pays. On parle beaucoup en ce moment du gaz et du pétrole russe. Mais nous pourrions avoir le même type de débat avec d'autres régions du monde. Alors même que ces ressources sont amenées à se raréfier, notre dépendance géopolitique et économique à des énergies fossiles en provenance d'autres pays est une menace à la résilience de l'administration publique et donc à sa capacité à nous assurer, à nous citoyens, ces services publics essentiels. Le second de ces problèmes, c'est que les énergies fossiles sont responsables d'émissions de gaz à effet de serre qui contribuent au changement climatique qu'il est chaque jour plus urgent de limiter. Ces émissions de gaz à effet de serre proviennent du charbon, du pétrole, du gaz, mais elles proviennent également de l'élevage d'animaux, principalement des bovins, qui sont consommés dans les cantines des établissements publics. C'est donc un problème, car avec seulement un réchauffement de 1,1 degré de la température moyenne à la surface de la Terre, on assiste déjà à des événements météorologiques plus intenses
plus extrêmes et plus fréquents. Quelques exemples en 2021. Des méga-feux en Australie ou au Canada, des inondations mortelles en Europe, une aggravation de la famine à Madagascar sous l'effet de la sécheresse, et j'en passe. Un récent rapport du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental pour l'évolution du climat, qui fait le consensus scientifique sur les questions climatiques, nous explique qu'aujourd'hui, 3,3 milliards d'humains sont exposés aux risques climatiques. C'est près d'une personne sur deux sur notre planète. Et la France ne sera pas épargnée. Elle est d'ailleurs d'ores et déjà touchée. Et pour ne pas dépasser des seuils au-delà desquels le réchauffement climatique pourrait s'emballer et provoquer des dégâts irréversibles, les scientifiques nous expliquent que nous devons diminuer très rapidement nos émissions, d'au moins 5% par an. Une réduction de 5% par an, c'est celle que nous avons connue au cours de l'année 2020. Oui, cette même année où nous avons passé 2 mois confinés dans un rayon de 1 km autour de chez nous. Et plus nous attendons, plus nous devrons diminuer rapidement nos émissions. Ou alternativement, plus les conséquences seront graves. Vous êtes inquiets? Moi aussi, et c'est normal. Mais cette inquiétude ne doit pas être pour nous un frein à l'action. Au contraire, elle doit nous donner envie de décarboner, et de décarboner en particulier l'administration publique. Il est donc urgent de s'attaquer à ce problème afin d'assurer la continuité du service public dans un monde sans énergie fossile et de contribuer à la neutralité carbone de la France en diminuant directement les émissions de l'administration, bien sûr, mais aussi, encore plus important, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, en entraînant le reste de l'économie dans cet élan. L'administration publique a cette capacité, grâce à la commande publique, c'est-à-dire les achats qu'elle fait vis-à-vis des autres secteurs, grâce à sa capacité à montrer l'exemple et à communiquer une vision positive de la décarbonation, et aussi grâce aux politiques publiques qu'elle peut mettre en œuvre pour inciter ou contraindre les autres secteurs. Ces politiques publiques, d'ailleurs, seront d'autant plus pertinentes que l'administration aura appris de sa propre décarbonation. C'est pourquoi nous pouvons affirmer qu'une décarbonation bien ordonnée commence par soi-même. Ce pouvoir d'entraînement, c'est une capacité que n'ont pas les autres secteurs, ce qui en fait un privilège pour l'administration publique, mais aussi, vous serez d'accord avec moi, une responsabilité. Et très concrètement, de quels leviers on dispose? On peut schématiquement les séparer en 2 grandes familles. D'abord, des leviers par sous-secteur, ensuite des leviers transverses. Je vous en dis un peu plus. Les leviers par sous-secteur peuvent être catégorisés selon qu'ils s'appliquent au bâtiment, au transport, à l'alimentation ou aux achats de matériel. Pour chacune de ces grandes familles, je vais vous donner une action qui me semble prioritaire, même s'il y en a beaucoup d'autres. Les bâtiments d'abord. Il y a évidemment le chantier de la rénovation énergétique. C'est un vaste programme qui a déjà commencé, qui ne va pas assez vite, il faut donc largement accélérer. Mais j'aimerais surtout insister sur les comportements de sobriété, c'est-à-dire les changements d'usage qui permettent de diminuer nos besoins en énergie. Très concrètement, il s'agit de chauffer moins les bâtiments en hiver et d'accepter d'avoir plus chaud en été. C'est un levier qui est loin d'être négligeable. En effet, on estime qu'on peut économiser jusqu'à 10% de la consommation énergétique d'un bâtiment si on diminue la température de 1 degré en hiver. Ce n'est pas rien. Et on peut rester dans la limite du raisonnable si on adapte un peu les codes vestimentaires. Notons qu'il existe déjà des consignes assez strictes sur la température dans les bâtiments publics, mais elles ne sont pas toujours respectées. Ensuite, sur les transports, une action qui me semble prioritaire, c'est de recourir davantage à des modes de transport bas carbone pour les agents qui doivent se déplacer depuis chez eux jusque là où ils exercent leur métier et aussi pour réaliser leur mission. Je pense notamment au recours aux mobilités actives, le vélo, qu'il soit électrique
ou mécanique, la marche à pied, ou bien le covoiturage, les transports en commun, ou encore, pourquoi pas, les voitures électriques, à condition qu'elles soient petites, donc légères et peu gourmandes en énergie. Pour mener à bien ce changement, il faut inciter financièrement les agents publics. Aujourd'hui, il existe un forfait mobilité durable, mais seulement pour une partie des agents, ceux qui travaillent pour l'État, et tous ceux qui travaillent pour les collectivités territoriales ou les hôpitaux n'en bénéficient pas nécessairement. Ensuite, on peut mettre en place des infrastructures adaptées, des pistes cyclables, des parkings à vélo sécurisés, des bornes de recharge électrique. Et finalement, on peut rénover intelligemment les flottes des véhicules publics. Pour l'alimentation, une action qui est prioritaire, c'est de diminuer la consommation de viande et de poisson. En effet, ces deux aliments sont responsables de 50% de l'empreinte carbone moyenne de l'alimentation des Français. Aujourd'hui, certaines cantines d'établissements publics sont obligées de proposer un menu végétarien une fois par semaine. On pourrait étendre cette obligation pour qu'elles soient obligées de proposer une option végétarienne au moins une fois par jour. Mais pour mener à bien ce changement, il faut un accompagnement de grande ampleur des acteurs de la restauration collective. Et ensuite, il y a la question des achats de matériel. Là, quelque chose qui me semble prioritaire, c'est d'utiliser bien davantage des matériaux réutilisés ou recyclés. Pour que ça marche, il faut former les acheteurs publics et leur fournir des guides et des référentiels adaptés. Concernant les leviers transverses, je vous en donne 3. Le premier, c'est de mesurer. D'après vous, parmi les bâtiments, les établissements publics qui sont aujourd'hui soumis à l'obligation de réaliser leur bilan carbone, combien le font effectivement? Seulement 26%, c'est-à-dire à peine 1 sur 4. Il y a encore du chemin à parcourir. Ensuite, il y a la question de la formation. Il faudrait former tous les agents publics à l'urgence climatique et aux moyens d'y répondre. Et on pourrait commencer par les dirigeants publics, c'est-à-dire les élus, maires, députés, sénateurs, et les dirigeants d'administration. Cette formation pourrait se dérouler en 2 temps. D'abord, un temps de sensibilisation pour expliquer l'urgence d'agir et donner envie d'y aller. Ensuite, une formation au levier d'action, afin de permettre à tout un chacun de mener des actions efficaces. Et finalement, il y a la question de la planification. C'est important pour mettre en musique, pour orchestrer tous les changements dont on parle. Par exemple, on pourrait imaginer que chaque ministère soit tenu de publier un plan de décarbonation à 3 ou 5 ans et que le ministre correspondant ait à tenir compte chaque année, publiquement, de l'atteinte des objectifs associés. Finalement, ce qu'on voit à travers toutes ces explications, c'est que le problème de la transition bas carbone de l'administration, comme c'est le cas pour beaucoup d'autres secteurs, ce n'est pas tant de savoir ce que nous devons faire et si nous savons le faire, mais plutôt comment on peut le faire plus vite et à plus grande échelle. Et dans cette salle, vous, qu'est-ce que vous pouvez faire? D'abord, vous pouvez parler autour de vous, à vos amis, à vos collègues, à votre famille, sur les réseaux sociaux. Vous pouvez en parler à vos élus locaux, à votre maire, à votre député. Si vous les croisez, bingo! Et sinon, vous leur envoyez une lettre ou un email. Ensuite, en cette période électorale, vous pouvez vous renseigner sur la volonté des candidats et candidates à l'élection présidentielle, aux élections législatives, à faire de la décarbonation une vraie priorité. Et finalement, si comme moi vous êtes un agent public, alors félicitations, vous avez gagné le droit d'être exemplaire et de lancer un groupe de travail en interne pour décarboner votre service. Et à l'arrivée, à quoi ça ressemblerait une administration décarbonée? Est-ce que ça donne envie?
Imaginez des écoles, des collèges, des lycées, universités, mairies qui sont rénovés, plus accueillants, plus vivants. Imaginez la police municipale qui se déplace à vélo, des bennes à ordures électriques. Imaginez, dans les cantines des établissements publics, une alimentation plus équilibrée, plus locale, plus saine et respectueuse de l'environnement. Une administration publique qui joue le rôle de locomotive de la décarbonation et entraîne le reste de l'économie dans son élan. Une administration publique qui communique une vision positive de la transition bas carbone. Une administration publique dont les agents sont fiers. Une administration publique plus dynamique aux yeux de tous. Ça donne envie. Alors, pourquoi attendre? Décarbonons l'administration publique.